Bonjour et excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre. Je suis ravie aussi de vous rejoindre un dimanche. Ce n'est pas comme d'accoutumé, vous l'aurez remarqué. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes vendredi et dimanche. Merci Amel. Nous sommes dimanche, ce qui me pousse à vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne fin de week-end aussi si vous êtes ailleurs. Et puis si vous êtes en Algérie, bon début de semaine et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Donc aujourd'hui, Alger est sous un ciel très flamboyant et coloré. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de retrouver Amel Laribi pour un point météo. Elle pourra nous confirmer un petit peu les nouvelles du ciel. Le ciel qui était à l'honneur hier, rappelez-vous si vous êtes parmi les fidèles, que nous avions proposé aux téléspectateurs une très belle balade à ciel découvert où nous avons parlé d'astres. Et justement ce matin, nous continuerons de parler d'un astre en particulier, le soleil en l'occurrence, qui peut être une source et une solution énergétique durable. Et justement, nous aurons l'occasion de retrouver un des invités de cette matinale pour parler d'énergie renouvelable. C'est un expert et également président d'une association qui regroupe les professionnels parmi les investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables. C'était là la première thématique. Aujourd'hui, j'ai toussé, mesdames, messieurs, c'est pour ça que je bafouille, mais on va y arriver. Alors, ce matin, nous aurons aussi le plaisir de retrouver un jeune auteur passionné d'enquête et d'investigation policière. Il en a fait justement l'objet d'un recueil de nouvelles, des nouvelles que nous allons présenter, puisqu'elles sont au sein d'un seul ouvrage, Réflexion d'un menteur sur l'amour. Donc il ne s'agit pas seulement d'enquête, on verra tout à l'heure, pour ce jeune auteur, et j'ai nommé là Ayresh Jalel, qui a à son arc plusieurs cordes, puisqu'il est poète, photographe, metteur en scène, comédien, et tant d'autres passions qui l'animent. On verra ça tout à l'heure, mesdames, messieurs. Dans notre matinale, nous aurons plaisir ce matin de retrouver Siham Kennouch, que vous aimez beaucoup, notre conteuse préférée, et puis également Maria Moussaïd, qui viendra nous parler d'un produit très prisé par les femmes, qui était en vogue pendant plusieurs décennies, l'aloe vera en l'occurrence, produit pratiquement numéro un lié à la jouvence, lié à la beauté de la femme. Un petit peu, donc voilà, c'est un petit résumé, mesdames, messieurs, de cette matinale que vous allez suivre avec nous, j'espère. Mais tout de suite, je vous propose un point météo avec Amel Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Merci pour le coup de pouce. Il n'y a pas de quoi. On va revenir en arrière, vendredi. Oh bah. Une carte de tout, vous avez vu. Oui, tout à l'heure, oui. Alhamdoulilah. On arrive toujours comme ça à retomber Ça sur arrive. nos pattes comme tels des chatons. Exactement. On rebondit. Et hop, et on rebondit. Oui. Et on commence. Allons-y. Voilà, alors qu'est-ce que nous donnent justement les cartes? Qu'est-ce qu'elles révèlent Eh bien, on aura des températures assez douces pour la saison. D'accord. Belle journée. Bon, il y aura quelques nuages, mais sans conséquences, bien sûr. Très bien, alors voilà le détail s'il vous plaît. Alors, merci. Je vous en prie. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent voilé sur les régions de l'ouest et le centre du pays. Par contre, à l'est, en début de matinée, on aura de la brume et des nuages bas. Puis le ciel deviendra dégagé à partiellement voilé, puis de plus en plus voilé, mais en après-midi. Vers la moitié sud, eh bien, le ciel sera aussi voilé par des nuages élevés sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central, également le Sahara central. Puis une petite amélioration se fera sentir en cours d'après-midi sur le sud-ouest. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec 2 fréquences lames de sable vers l'extrême sud et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison, plutôt douces, avec toutefois un maximum de 22 degrés du côté de Tlemcen, Mascara, Oran, 20 degrés à Alger, 16 à Annaba, également Sétif, 12 à Batna, 10 degrés à Djelfa, 11 à Al-Bayad, 17 degrés du côté de Biskra, Béchar, 16 à Gardaya, 18 à Hassim Soud, Ouargla, 23 degrés à Elizi, 22 Taman Rasset, Janet, 25 à Insalah et le maximum toujours à Borj Bidji Mokhtar et Ingzam avec 27 degrés.
On va faire un petit tour du côté du Moyen-Orient cette fois-ci. Eh bien, le ciel se montrera plutôt nuageux, plus exactement à Damas, voilé au Caire, Amman, Bagdad, également Abu Dhabi, Masqat. Quelques pluies intéresseront la ville de Sanaa, ailleurs que du beau soleil. Côté température, eh bien, on relèvera 12 degrés à Damas et Amman, 17 Bagdad, 21 degrés Koweït, 27 Jeddah, 21 degrés à Riyad, 23 à Abu Dhabi, 25 vers Sanaa et le maximum 30 degrés à Khartoum. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Ces images sont un avant-goût d'un plateau qui va suivre tout à l'heure. Nous allons retrouver un invité qui va nous parler de sport de montagne, mesdames, messieurs. Mais avant, voici venir Najma Harash pour un point d'actualité. Bonjour Adia, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui à l'APN, une cérémonie est prévue de commémoration à l'occasion de la journée nationale du Shahid. Même festivité au Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe où est organisée une rencontre hommage aux martyrs du Maghreb arabe à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la création de l'UMA et de la journée nationale du Shahid. À l'APN, toujours est prévue une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi sur l'aviation civile.
suivi de débats et la réponse du ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zalen. Aussi, journée d'information est prévue sur les start-up algériennes activant dans le commerce électronique en présence du ministre du Commerce à la salle Dar el-Jazaïr au Palais des Expositions, et une autre cérémonie, cette fois-ci de remise des trophées du meilleur employeur en Algérie. Ça se passe à l'hôtel Sofitel, et un autre séminaire est prévu par le ministère de la Justice en collaboration avec le PNUD sur le rôle de la société civile dans la réinsertion des détenus. Ça se passera à l'hôtel Mercure à Alger. À Djelfa, une rencontre est prévue ayant pour thème la haute instance indépendante de surveillance des élections et les moyens de consolider la démocratie en Algérie, en présence du président de cette instance. Ça se passera à l'université Zian Achour de Djelfa. Dans l'activité ministérielle, HLF, le ministre de l'Industrie et des Mines, inspectera aujourd'hui le projet de la 37e ligne de production à la cimenterie de Oued-Sli et suit un exposé sur les projets de réalisation de 2 zones industrielles. Youssef Yousfi clôturera sa visite par une rencontre avec les opérateurs économiques. À Tindouf, le ministre de l'Habitat et de la Ville procède aujourd'hui à la pose de la première pierre d'un projet de 500 logements de type LPA et au lancement des travaux d'aménagement au titre du plan d'occupation des sols de certains quartiers, donc de la wilaya de Tindouf. Le ministre procédera par la suite à la distribution de décisions d'attribution de 500 logements de type promotionnel aidé. Et à Skikda, le ministre de l'Énergie procédera à la mise en service de plusieurs raccordements au gaz naturel en faveur de plus de 700 foyers. Il visitera et inspectera plusieurs projets également relevant de son secteur. Et à Tiaret, le ministre des Moujahidines entame aujourd'hui une visite de travail de 2 jours dans la wilaya où il présidera les festivités officielles de la célébration de la journée nationale du Shahid. Il rendra à cette occasion visite à la mère du Shahid Morsli Bouzidi dans la commune de Djilali Ben Amar, ainsi qu'à la veuve du Shahid Adda Hamdani, toujours au chef-lieu de la wilaya. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Une autre actualité, celle de la rentrée de la formation professionnelle qui intervient après celle de septembre 2018. Et pour en parler avec nous, Madame Aqila Chergui. Madame, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je disais que cette rentrée qui intervient après celle de septembre 2018, donc quelles sont les nouveautés pour cette année, Madame? Je rappelle que vous êtes directrice de la formation continue et de la formation intersectorielle. Merci, c'est Madame Chergou. Les relations intersectorielles. Voilà. Effectivement, cette rentrée est une rentrée supplémentaire, pour ne pas dire complémentaire, à celle de la rentrée principale de septembre 2018. Quand même, c'est une rentrée importante puisque nous avons une offre additionnelle de plus de 280 000 postes dans plusieurs types de formations. En formation diplômante d'abord, style académique, mais à côté des formations diplômantes, il y a également les formations qualifiantes. Puisque la spécificité de notre secteur, c'est que en plus des formations classiques, nous avons plusieurs dispositifs qui sont adaptés aux différentes catégories socio-professionnelles, différentes catégories sociales, pour pouvoir permettre à tout un chacun de bénéficier d'une qualification professionnelle. Parce que la dimension de la formation, elle est économique, mais elle est également sociale. Sociale dans le sens où elle prend en charge les jeunes qui ont terminé le cycle obligatoire de l'éducation nationale, pour leur donner une qualification professionnelle, ceux qui ne veulent pas rester dans le cycle classique et académique d'éducation, qui veulent plutôt toucher, aller directement à des activités professionnelles. Donc il y a tout un programme où ceux qui sortent aussi du secondaire, qui ne veulent pas aller à l'université mais qui préfèrent aller à l'emploi, donc se préparer par une qualification professionnelle. Se former et puis,
dans des métiers voilà, carrément pour se former. pour accéder rapidement au marché du travail. Tout à fait. Donc sur la demande sociale, il y a aussi d'autres catégories sociales. Par exemple, les jeunes qui quittent précocement le système éducatif, les femmes qui sont au foyer, les jeunes qui sont aussi dans des milieux en zone enclavée dans les milieux ruraux. Il y a également les jeunes qui sont en situation de handicap, même les détenus. On a plusieurs types de dispositifs pour prendre en charge toute la demande sociale. Et l'objectif étant d'en faire des travailleurs pour le secteur économique. Donc le deuxième objectif, la deuxième mission principale, c'est d'accompagner le développement économique par la mise à disposition de ressources humaines qualifiées, de compétences professionnelles qui permettent aux entreprises de se développer et qui permettent même à l'économie d'avoir un potentiel de création d'entreprises. Justement, parlons de ça. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait répondre à des besoins socio-économiques. Donc votre secteur qui est en évolution permanente et a signé des partenariats avec plusieurs secteurs pour développer de nouvelles spécialités, notamment dans l'énergie, justement pour développer des projets structurants dans le pays, n'est-ce pas? Absolument, tout à fait. D'ailleurs, notre objectif, notre problématique, c'est de former dans quoi? Former pour quel métier, former pour quel secteur, pour quel domaine d'activité, pour s'assurer que les diplômés soient insérés, pour s'assurer qu'on accompagne réellement le développement économique. C'est pour ça qu'on a mis en place tout un processus de partenariat qui a consisté à inviter les différents secteurs économiques, les grosses entreprises particulièrement, à des espaces de collaboration pour d'abord identifier le besoin en formation, pour qu'on puisse former utile, pour former selon les besoins. Donc le premier objectif de notre programme de partenariat, c'est d'identifier les qualifications professionnelles nécessaires pour le développement économique. Les autres objectifs du partenariat, c'est d'impliquer le secteur économique, les entreprises, dans le processus de formation lui-même, notamment à travers la formation par apprentissage. C'est-à-dire des stages pratiques? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'entreprise, elle identifie les qualifications avec nous. Parfois, elle a des difficultés, on l'aide à identifier les qualifications. Puis, elle participe dans les formations pratiques. Elle participe déjà dans le programme de formation. Vous savez que tous nos programmes de formation, tous les cursus sont élaborés en collaboration avec les professionnels. C'est eux qui nous disent quelles sont les exigences en termes de tâches, de compétences, quelles sont, et ensemble on identifie quel est le profil d'entrée, quelles sont les qualifications, même les appellations. Parfois, elles sont consacrées dans les domaines économiques et d'activité, de production. Donc, c'est avec eux que tout ça est identifié. Donc, ils collaborent, ce qu'on appelle dans l'ingénierie de formation. Donc, tout ce qui est préparation des programmes. Grâce au partenariat, on a pu enrichir et faire évoluer la nomenclature des formations. Au départ, on était à 220 spécialités, puis on a évolué chaque étape. On est arrivé maintenant à une nomenclature de 478 spécialités qui couvrent 23 branches d'activité. Ça, c'est le partenariat a pu justement faire ça. Laissez-moi juste continuer sur le processus partenariat en vous disant que ça ne s'arrête pas ici. L'entreprise participe à la mise en œuvre de l'action de formation par les stages pratiques, par la formation par apprentissage. Je préfère revenir tout à l'heure parce que c'est quand même un mode privilégié. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir, je voudrais dire un mot. Voilà. Et quelles sont, madame, les filières considérées comme étant stratégiques et prioritaires dans votre secteur? Je vous remercie pour la question parce que justement, toute notre offre de formation est orientée vers ce qu'on appelle les branches prioritaires, les secteurs prioritaires, parce qu'à l'intérieur d'un secteur, il y a plusieurs filières, plusieurs formations. Donc la priorité, c'est priorité gouvernementale, hein, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est l'industrie, c'est l'hôtellerie-tourisme et l'artisanat, c'est encore le BTP, parce qu'il y a encore de la construction, même les grands projets industriels nécessitent aussi des réalisations et de la construction. Donc ces domaines-là, ce sont des domaines
qu'on a retenu, qu'on privilégie et pour lequel on a une offre de formation particulière, notamment dans les wilayas où il y a des projets industriels, où il y a des projets économiques. C'est industriel, mais ça peut être agricole. De toute façon, la dimension économique, elle est dans tous les projets. Par exemple, on vient de créer dans la nouvelle nomenclature une nouvelle branche, la branche de la culture, tout ce qui est art, culture, etc. Dans la culture, il y a surtout le patrimoine. On a beaucoup développé des formations dans le patrimoine. Et cette rentrée, justement, elle est caractérisée par des spécialités qui sont ouvertes dans certaines wilayats suite un programme de coopération et de collaboration qu'on avait avec le ministère de la Culture, où nos formateurs ont bénéficié d'une formation dans le cadre d'un projet européen. On a formé des formateurs qui maintenant vont lancer les premières sections. Donc c'est Oran, Constantine, Sétif, Batna, Alger, tout ce qui est maçon du patrimoine, technicien supérieur de gestion de chantier de patrimoine, enfin de réhabilitation du bâti, de restauration du bâti, la réhabilitation du bâti, également tous les chantiers que vous voyez à Alger. Il y a beaucoup de stagiaires qui sont en formation, notamment par apprentissage. Donc tout ça, si vous voulez, toutes ces filières-là sont identifiées par rapport aux différents projets économiques. Les directions de wilaya, quand elles proposent l'offre de formation, elles passent par une commission de wilaya de partenariat où siègent tous les secteurs économiques, les principaux, et tout l'exécutif. C'est dans cet espace-là qu'on identifie les besoins. On regarde dans la wilaya, qu'est-ce qu'il y a comme projet. Je vous prends le projet de l'Est, par exemple, le grand projet du phosphate, voilà, et du gaz naturel à Tébessa. Mais il n'y a pas que Tébessa, c'est Tébessa et les autres wilayas. Il y a Soqara, il y a Annaba, il y a Skita, enfin c'est un complexe, donc il y a toutes les autres activités connexes qui interviennent. Donc l'offre de formation, elle est construite à partir de ça. C'est là où le partenariat est important. Nous, dans notre politique et dans notre stratégie, le partenariat, c'est un critère de performance en termes de qualité de formation. Donc il n'y a pas un établissement qui n'a pas du partenariat avec son environnement économique. L'objectif étant d'identifier les qualifications professionnelles qui permettent, permettent de former utile et d'accompagner le développement économique. Nous sommes vraiment un des facteurs, je dirais, déterminants, je pèse mes mots, dans le développement économique. Parce qu'on a bien compris maintenant que le capital humain, quand même, c'est ça qui fait la différence. Et quand on a une bonne qualité de ressources humaines, on peut développer une performance. En tout cas, la formation professionnelle était auparavant laissée aux gens qui n'avaient pas leur bac, qui ne réussissaient pas. Mais aujourd'hui, au contraire, il y a même des universitaires, des licenciés qui se convertissent finalement à la formation professionnelle. On voudrait d'abord savoir quelles sont, madame, aujourd'hui les conditions d'accès à la formation professionnelle et la durée. Elle varie selon les formations dispensées. De combien de temps? Très bien. Effectivement, comme je disais au départ, nous avons plusieurs dispositifs. Et nous avons des dispositifs adaptés à tous les niveaux de qualification. C'est-à-dire celui qui a un niveau terminal, celui qui a un niveau fin de collège, mais celui qui n'a pas du tout de niveau, celui qui vient de sortir du processus d'alphabétisation. Toutes ces catégories-là, nous avons un dispositif. Nous avons plus de 10 formules de formation en cours du soir, en section détachée en milieu rural, en formation, ce qu'on appelle passerelle, en formation à distance, en formation par apprentissage, je le dis, c'est la formation des femmes au foyer. C'est des petites, d'ailleurs, qui connaissent beaucoup de succès. C'est des formations adaptées aux contraintes de la femme au foyer, qualifiantes, qui permet d'avoir soit la carte d'artisan, soit de bénéficier du dispositif de soutien à la création d'entreprises, notamment l'ANGEM. Elles ont beaucoup réussi, les femmes. Elles ont pu créer leur petite entreprise, avoir de l'activité, avoir une autonomie déjà financière, mais prendre en charge même leur famille et parfois même les voisins, parce que quand elles sont traiteurs, quand elles font, par exemple, elles réalisent des pâtes, mais elles peuvent produire du miel, elles peuvent produire des plantes aromatiques et condimentaires qu'elles commercialisent, etc. Il y a énormément d'activités qui ont permis à la gente féminine
je dirais de faire évoluer le taux de diminuer le taux de chômage des femmes et surtout de participer au développement de l'économie. Donc tous ces dispositifs-là, si vous voulez, permettent des durées différentes. Quand c'est une formation diplômante, elle a des règles, il y a une condition d'entrée, il y a une durée de formation qui est prévue par un texte, et il y a un diplôme. Mais à côté de ça, un métier, un diplôme, c'est plusieurs compétences. On a pris une compétence, on l'a organisée en formation qualifiante. Donc quelqu'un peut faire qu'une qualification avec un certificat de qualification professionnelle, puis après il travaille, il peut après revenir ajouter une autre compétence, et quand il a toutes les compétences du diplôme, il peut aller vers la compétence. Donc celui qui ne veut pas rester 12 mois de formation ou 18 mois ou technicien supérieur 30 mois, il peut faire directement des petites formations qualifiantes initiales de 3 mois, de 6 mois jusqu'à 9 mois de formation. Les formations des qualifiantes, par exemple, pour les femmes au foyer, c'est 2-3 fois par semaine, c'est très souple, c'est très flexible. C'est ça justement qui différencie notre secteur du système académique classique. On a des formules très très souples. Et j'insisterai aussi sur un autre mode de formation, si vous voulez, un dispositif très important, c'est la formation continue au profit des travailleurs. À travers les conventions, nous avons également mis à la disposition du secteur économique tout notre potentiel de formation pour perfectionner les travailleurs. Comme ça, on a... depuis qu'on a commencé le processus on a près de 800 000 travailleurs qu'on a formés grâce aux conventions. C'est entre l'établissement et l'entreprise. Donc on perfectionne selon plusieurs formules. On a des institutions également d'ingénierie et de soutien qui nous accompagnent dans ça. Dans le secteur, tout à fait madame. On va s'intéresser aux nouveaux établissements créés justement pour répondre à une forte demande de la formation professionnelle, notamment dans les wilayas du sud du pays, parce qu'il y avait certains élèves, certains stagiaires qui parcouraient quand même de longues distances pour arriver à des centres de formation. Donc il y a eu nouvellement création de nouveaux établissements, notamment dans les wilayas du sud du pays, madame Chergou. Oui, on a toujours de nouvelles créations parce qu'on veut densifier également notre appareil de formation. Nous avons quand même près de 1300 établissements de formation qui couvrent un peu tout le territoire national. Nous avons, notre objectif était d'arriver à un établissement de formation par commune, mais nous avons, quand on n'a pas un établissement de formation, on a une annexe. Et quand il n'y a pas d'annexe, on a ce qu'on appelle une section détachée, notamment dans les milieux enclavés. La section détachée, bon, l'établissement et l'annexe est clair, mais la section détachée, on travaille avec les autorités locales pour qu'elles nous mettent à disposition un local, une bâtisse qu'ils n'utilisent pas, on l'équipe, on détache un formateur et on développe une section de formation par rapport aux besoins et à la spécificité de la région. C'est carrément vous parfois qui allez chercher... Oui, honnêtement, oui. Souvent on fait le porte-à-porte, oui. On est très dynamique, hein, ça je dois le reconnaître, c'est ce qui fait justement que maintenant l'image qu'on a de la formation professionnelle a complètement changé. Parce qu'on a bien compris qu'avec la qualification professionnelle, on peut développer des activités, on peut avoir une meilleure insertion professionnelle. Et c'est ça justement bien sûr, qui est visé, si vous voulez, par la formation professionnelle. Tout à fait. Et bien sûr, ouverture de nouveaux établissements, c'est aussi création d'emplois et formation des enseignants et des encadreurs, madame, pour les mettre à la disposition des élèves. Absolument, vous faites bien de parler justement de l'encadrement. L'encadrement pour nous, c'est le plus important parce que c'est lui qui va donner justement le savoir-faire. Nous travaillons donc avec nos formateurs, nous travaillons avec nos établissements, mais je voudrais souligner et revenir sur l'apprentissage pour dire que, en quelque sorte, on va doubler notre potentiel grâce à l'apprentissage et grâce aux tuteurs d'entreprise, grâce aux maîtres d'apprentissage. Nous, on considère, pourquoi on s'appuie sur le partenariat et pourquoi pour nous c'est fondamental? Parce qu'on considère l'entreprise comme un espace de formation. Pour nous, chaque poste d'emploi, c'est un potentiel de formation. Donc la formation qui se fait en entreprise grâce
à la loi sur la formation par apprentissage, elle est encadrée par un maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage que l'on forme dans nos établissements, on lui donne bien sûr la compétence pédagogique, la compétence professionnelle, il l'a. Donc grâce à l'apprentissage, il y a un développement de plus de formation, notamment quand les équipements sont lourds et ne permettent pas de le faire dans le centre. Par exemple, on travaille vous parlez du Sud, dans les formations, dans les industries pétrolières, pour les sondeurs, pour la maintenance des équipements de sondage, de forage. Tout ça se fait en apprentissage, parce qu'ils vendent sur les bases, ils travaillent sur les équipements. Nous, on leur donne la formation théorique et technologique, mais toute la formation pratique se fait dans le Sud. Dans le Sud également, nous avons beaucoup de formations dans le domaine de la biodiversité, dans la gestion du patrimoine, dans tout ce qui est tourisme, les agences de voyage, les conservateurs, tout ça, on a développé beaucoup de spécialités justement au profit d'eux. Je voudrais parler d'un autre dispositif au profit des femmes pour dire jusqu'à quel point on y va. Ce sont les télécentres. Oui. Ce sont les télécentres. Et les télécentres, on a même créé pour le Sud. J'explique un peu le télécentre. C'est un dispositif qu'on a mis au profit notamment des femmes, qui permet de divulguer de l'information et de la formation. Donc c'est à l'intérieur d'un établissement, notamment les femmes au foyer ou les femmes rurales. Et pour le Sud, on a créé des télécentres mobiles. Donc on a acheté un équipement SNVI, des grands bus qu'on a équipés avec VSAT. C'est une classe mobile qui justement qui sillonne. On en a 5 dans le Sud. Pour vous dire jusqu'à quel point on va rapprocher la formation des individus et des demandeurs de formation de toutes les catégories. Bien sûr, pour sensibiliser autour de l'importance de la formation et des métiers. Juste une dernière question, madame, parce que nous n'avons plus le temps. Vous vouliez parler tout à l'heure d'un nouveau projet de loi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un nouveau projet de loi. C'est une loi qui vient juste d'être prise, qui est la loi sur l'apprentissage, justement. Pourquoi on a choisi l'apprentissage? Parce que le fait que le jeune se forme à 80%, je dirais, ou pour les TS à 50% dans le milieu professionnel, ça permet une meilleure insertion. Ça donne des compétences aux jeunes qu'ils ne peuvent pas avoir forcément dans un centre de formation. C'est le savoir-être direct en milieu réel, c'est le comportement, la discipline, la culture d'entreprise, le rythme de travail. Il y a la participation aussi de l'entreprise au pré-salaire. Donc on a beaucoup changé dans cette nouvelle loi. Il permet aussi à l'entreprise de recruter directement le jeune sans passer par l'ANEM, mais de déclarer, une fois qu'il est recruté, de déclarer au service de l'emploi, bien sûr, le recrutement. Mais ça permet à l'entreprise d'évaluer le jeune, de voir son adaptabilité, son potentiel, sa qualification et de pouvoir avoir un retour sur son investissement. Nous, on compte beaucoup sur l'implication de l'entreprise. C'est pour ça que je profite pour faire un appel à toutes les entreprises pour accepter et pour bénéficier, voilà, de ce dispositif et d'accueillir plus d'apprenants. Donc juste un mot quand même, si on est à la fin pour cette rentrée, nous sommes aujourd'hui le premier jour de la phase d'orientation et de sélection. Nos jeunes sont en train de passer dans les établissements pour voir les spécialités, visiter les ateliers, discuter avec les formateurs. Pour certains, passer aussi chez le médecin parce qu'il y a des compatibilités par rapport à leur santé, par rapport à certains métiers comme la poussière, etc. Donc il y a tout ça qui se fait. Donc je voudrais leur souhaiter quand même de bien réussir cette phase et de réussir leur devenir professionnel. Je veux insister seulement, c'est une phase importante parce que quand la sélection, l'orientation est bien faite, on a de meilleures chances de réussite du jeune. Quand il sait ce qu'il veut, quand il a vu, il fait un choix qui est, comment je dirais, avec toute l'information, ça lui permet de mieux réussir son cursus scolaire et surtout, on a dans le cadre des programmes un module sur l'entrepreneuriat, sur la connaissance de quels sont tous les dispositifs d'aide, tous les méandres et, voilà, et toutes les démarches pour créer, aller à l'ANSEJ, l'ACNAC ou l'ANGEM et également
un module sur les techniques de recherche d'emploi, on leur apprend à faire le CV, à faire des entretiens, etc. Tout ça parce qu'on participe à l'inspection. Alors, dans les TIC, justement pour adhérer à la stratégie nationale de numérisation. Donc la formation professionnelle, c'est aussi des centres spécialisés pour les personnes handicapées. En fait, en deux mots, donc le secteur de la formation professionnelle n'a lésé aucune frange sociale. Et ça ne peut qu'être enrichissant. Un dernier petit mot. Allez-y. Juste pour vous dire que tous les projets industriels, tous les projets économiques que l'Algérie est en train de développer, nous nous plaçons comme étant un élément de capitalisation, de démultiplication, surtout pour assurer le transfert technologique et le transfert de savoir-faire. Donc on est en partenariat avec les grosses entreprises qui s'installent en Algérie, surtout celles qui sont leaders de leur domaine, pour créer des filières d'excellence, soit dans le numérique, à Bousmaïl, par exemple, c'est les premiers partenariats qu'on est en train de mettre en place, mais en train d'aller progressivement. À Rouiba avec Schneider, avec Côte-Cider, par exemple, Al-Haraj dans le BTP, mais on va le faire avec Peugeot, avec Renault pour l'automobile, et pour d'autres, voilà, exactement, tout ça. Alors avec également Sonatrach qui est pour le projet de TB5, donc de phosphate. Donc nous sommes pas, Blara également, on va s'intégrer. On s'intègre dans tous les projets parce que nous croyons vraiment que grâce à la formation, on peut assurer cette réussite économique. Nous sommes pour nous un facteur, comme je disais, déterminant et incontournable. Un facteur déterminant qui a besoin de compétences comme vous, madame. Paraît-il que vous êtes le cerveau du ministère de la formation. Ça, c'est complètement faux. Je ne suis pas le cerveau du tout. Mais disons que je m'occupe du partenariat. Le partenariat est important. En tout cas, merci d'avoir accepté je vous remercie beaucoup. Merci. Vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Merci pour votre intérêt pour la formation. Je vous en prie. Voilà, Radia, c'est à vous. Merci Nedjma et merci à votre invité. On souhaite bonne chance à tous ceux qui prennent part à cette nouvelle seconde chance et seconde rentrée. Donc tout de suite, mesdames, messieurs, restez avec nous. On va vous proposer de revoir un centre de thalassothérapie très prisé par les Algérois et même les curistes venus d'ailleurs. Il s'agit du centre de thalassothérapie de Sidi Ferrej qui a bénéficié d'une opération de réhabilitation et aussi de modernisation. On va un petit peu aller en coulisses dans cet établissement grâce à Saïda Mariouf. Tout de suite. Le centre de thalassothérapie de Sidi Ferrej vit en ce moment au rythme de travaux accélérés de réhabilitation et de modernisation entamés en 2016 et qui concernent l'ensemble de ces structures. Un relooking devant drainer un nombre plus important de curistes et de touristes nationaux et étrangers, d'autant que les travaux planchent également sur une extension devant abriter un hôtel 3 étoiles dédié exclusivement à la remise en forme et au bien-être. Avec un grand espace de soins, un cafétéria, un restaurant. Et donc cet hôtel, il a une capacité de 33 chambres, ça veut dire à peu près 70 lits. Donc en plus du bâtiment existant qui a une capacité de presque 350 lits, donc 128 chambres, dont 10 chambres réservées aux personnes à mobilité réduite. Et également, il y a 5 suites. Et ce, outre les tâches de soins permettant aux curistes de profiter des avantages de l'eau de mer, réputée pour ses bienfaits curatifs, à même de traiter nombreuses pathologies. Ce sont en priorité, je dirais, en fonction du nombre que nous recevons, c'est la pathologie rhumatologique. C'est de l'arthrose ou bien des rhumatismes inflammatoires, en dehors de leur poussée bien sûr, nous prenons en charge. Nous prenons également des pathologies neurologiques, neurochirurgicales et traumato-orthopédiques. Nous avons 2 départements. Un département de physio-rééducation et mécanothérapie, ce qu'on appelle communément le département à sec, et le côté humide, là où on se trouve, où il y a plusieurs piscines. On trouve ici, vous avez une piscine de natation, des couloirs de marche à contre-courant, des piscines de rééducation. Nous avons également enregistré le remplacement de la conduite de l'eau de mer qui s'étale sur 300 mètres du rivage. Donc également c'est un petit projet qui rentre dans le cadre
de cette rénovation. Devant être réceptionnée selon la direction du centre, la prochaine saison estivale, la modernisation et l'équipement auront coûté la somme de 6 milliards de dinars. Ce centre thermal compte bien reprendre son lustre d'antan et offrir le meilleur service en matière de soins, de rééducation et de remise en forme à une clientèle de plus en plus exigeante. Et le monde devient plus exigeant en matière d'énergie, en matière énergétique. Aujourd'hui, nous allons faire appel à un expert sur ce plateau. Il est déjà présent. Bienvenue à Mehdi Khalfi. Donc vous êtes spécialisé, vous vous êtes versé dans ce domaine en particulier, les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut connaître la motivation de cet intérêt que vous leur portez ? Eh bien, la motivation, pour la simple raison, d'abord, nous avons notre façon d'être élevé et de grandir, donc dans une nature qui demeurait saine et propre. Oui, absolument. Et en ayant fait un peu les études fossilistes, donc les hydrocarbures. Très bien. Et avec le temps, on a découvert que la transition énergétique, elle est meilleure, donc de passer vers les énergies propres, durables et renouvelable. À partir de là, donc, j'ai créé ma propre entreprise et un bureau d'études. C'est vrai que les anciennes, comment on peut dire, les énergies classiques, comment on les nomme? Les énergies traditionnelles. Elles sont devenues traditionnelles, oui. Elles sont devenues traditionnelles, notamment celles qui sont issues des fossiles. Exact. Les hydrocarbures, en l'occurrence. Voilà, donc elles sont de plus en plus polluantes et le monde s'en est rendu compte. Eh bien oui, c'est maintenant, une fois que les choses sont flagrantes, il y a même des dégâts qui ne cessent d'être réparés avec des coûts. Avec la couche d'ozone, on en a beaucoup parlé, ça a fait couler de l'encre. Avec des coûts faramineux, donc maintenant il est temps de décider de passer aux énergies propres. Très bien. C'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité pour les générations futures, pour les espèces généralement dans la nature. Les écosystèmes ils sont déréglés. Ce passage vers l'exploitation des énergies propres nécessite certainement une dynamique particulière et puis nécessite de fédérer plusieurs acteurs, plusieurs partenaires, plusieurs domaines d'activité. Et donc, on a besoin de travailler de concert. Et vous vous êtes rendu compte de cela, je pense, à travers la création de cette association. Oui. Bon, ça remonte maintenant à une dizaine d'années. Donc, on a vu la nécessité de se regrouper autour de cette idée pour conjuguer nos efforts. Oui. L'association, donc, on avait contacté au départ tous les spécialistes, les experts, donc les universitaires, les chercheurs, notamment les chefs d'entreprise et ceux qui sont dans le domaine de production. Donc on a essayé de regrouper tout ce monde-là autour de l'association pour pouvoir réfléchir mieux et avoir être une force de proposition dans le futur. Très bien. Je pense qu'un travail dans ce sens a été fait, la conscientisation, donc on a essayé de toucher tout le monde pour parler de la nécessité des énergies renouvelables, l'importance de la transition énergétique, même si chez nous, au départ, la transition, on ne la comprenait pas, donc on pensait que la transition pouvait se faire uniquement en Europe, du nucléaire à autre, mais on peut le faire aussi dans la diversification énergétique ou la production d'électricité. Parce que c'est un problème planétaire en fait, ce n'est pas seulement un problème lié à un continent en particulier. C'est vrai que le continent européen est plus industrialisé que le continent africain, où nous positionnons en Nord-Afrique. C'est vrai que c'est moins industrialisé. Mais quand même, c'est l'affaire de tous. C'est ça un peu. En même temps, l'avantage que nous avons, c'est que le problème, il est planétaire, donc l'écosystème est généralisé, donc la prise de conscience est généralisée. Les décisions seront généralisées, donc on ne peut pas s'isoler de ce contexte international, mondial, etc. Et en même temps, nous sommes soumis à un blocus international énergétique. Donc, on sent la force, on sent la résistance, on sent l'empêchement d'aller vers ces énergies renouvelables, même si il y a un programme très ambitieux, riche, pour 2050.
Le pétrodollar a géré le monde pendant plusieurs décennies, c'est normal. Exact. Et puis maintenant, on nous sort aussi l'histoire du schiste. Donc, on a tendance à croire que le fossile a encore de beaux jours devant lui, or que nous avons une alternative très concrète qui peut procurer du bonheur, de l'indépendance et de l'autonomie pour tout le monde. Oui, nous avons surtout un soleil qui est très présent dans notre pays et qui pourrait être source justement, ou plutôt une solution durable, on dira. Solution durable par rapport à une source énergétique quand même très convoitée actuellement. Donc c'est une source qui est là. Contrairement aux fossiles, il faut dépenser des milliards pour aller à la recherche de cette source, de cette matière première, or qu'elle est disponible, donc avec un coût zéro, $0, 0 euros, 0 dinars. Donc nous avons ce gisement extraordinaire qui est là. Notamment l'Algérie est favorisée en solaire. Nous avons plus de 3600 heures d'ensoleillement par an, ce qui n'est pas rien. Et puis, c'est tout le monde qui est conscient maintenant que les énergies renouvelables, dans leur diversité, le solaire notamment ici en Algérie, il peut nous procurer une indépendance extraordinaire. Donc si nous nous mettons dans la démocratisation énergétique, on peut éviter tout ce qui est technologie unique, tout ce qui est fournisseur unique, tout ce qui est stratégie unique. Donc la diversification va nous permettre d'être indépendants, autonomes, au sens réel du terme, où chaque région, chaque point en Algérie peut disposer de sa propre ressource énergétique. Et c'est vrai que l'énergie, parlons d'électricité par exemple, sa diffusion ou sa répartition dans le sud algérien n'est pas toujours aisée. La partie désertique, justement, de notre pays, quand même constitue une spécificité qui fait que les sources énergétiques ne peuvent pas aller à travers l'ensemble du désert. D'ailleurs, ça dénaturerait le désert, n'est-ce pas? Et donc, les populations de ces régions bénéficient souvent d'opérations de développement du photovoltaïque. Et puis nous allons voir un exemple avant justement de poursuivre et de développer cet aspect. On va tout de suite voir en reportage un exemple dans la région de Béchar. Donc il y a eu une opération de distribution de plaques photovoltaïques et nous allons voir un petit peu le résultat de tout cela avec notre reporter. 20 plaques photovoltaïques ont été distribuées à ces nomades de la wilaya de Béchar par la conservation des forêts locales. Une aubaine pour ces familles qui vivent sans électricité ni eau courante. Ils nous ont vraiment aidés avec cette électricité. Cela fait des années que nous vivions dans le dénuement total. C'est bien maintenant, ils aident les éleveurs. Aujourd'hui c'est nous, demain d'autres éleveurs bénéficieront de cette énergie. L'initiative a touché la région de Mestoura, commune de Bni Ouennif, lieu de passage très fréquenté par ces nomades. Cette opération permettra d'aider ces nomades qui sont tous éleveurs à se sédentariser, en plus de généraliser cette énergie renouvelable dans la région, tout en préservant l'environnement. Une énergie qui profitera également aux nomades en leur permettant de forer des puits pour subvenir à leurs besoins quotidiens et à ceux de leur cheptel en eau courante. Cela fait des années qu'on vivait dans le noir une fois la nuit tombée. Nos enfants étaient également victimes de piqûres de nuisibles. On n'avait pas d'eau courante. Aujourd'hui, on remercie les autorités concernées pour cette bonne initiative. L'opération financée par le Fonds spécial pour le développement du Grand Sud sera suivie durant l'année 2019 par d'autres opérations similaires pour permettre à terme à tous les nomades de la wilaya de Béchar de profiter de cette énergie propre. Voilà, la dernière image allait justement vers ce soleil dont on parlait tout à l'heure et qui est très présent, qui couvre quand même toute la superficie de notre territoire, qui est continental, disons, le plus grand justement pays d'Afrique. On touche du bois. On touche du bois. Effectivement. De toute façon, on est sur un positionnement donc, de la Terre qui fait que le Soleil soit présent quand même à plusieurs, durant toutes les saisons. Absolument, absolument. Et ça, c'est des exemples très concrets c'est des petits kits qu'on peut remettre à n'importe quel investisseur ou quelqu'un qui fait des déplacements. Mais on peut aller
encore plus loin parce qu'il y a des villages qui n'ont pas d'électricité. Donc on peut aussi les stabiliser dans leur lieu en leur offrant cette énergie. Maintenant, l'énergie, qu'on le veuille ou pas, la sécurité énergétique, elle est au même titre que la sécurité alimentaire. Tout à fait. Donc il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un lieu qui n'a pas besoin de cette source énergétique indispensable pour la vie quotidienne maintenant. Tout à fait. Donc à partir de là, créer cette décentralisation et permettre à chaque citoyen, à chaque famille, à chaque groupe, à chaque village, à chaque quartier de disposer de sa propre électricité, ça va mettre en abri même le trésor public. Voilà. Vous savez, les sommes faramineuses qu'on paye à travers la subvention, donc pour votre information, 1 kWh, il revient à 12 dinars pour le trésor public. Et le consommateur ne paye que 4 dinars. Voyez-vous, 8 dinars de subvention pour chaque kilowattheure, et c'est des térawatts qui sont consommés en Algérie. Donc imaginez un peu ce coût faramineux. Si on accélère un peu vers la transition énergétique, on va y aller plus vite vers le solaire. Tout ça, ça rentre dans l'économie du pays. Absolument. Donc l'impact sur l'économie a été discuté la semaine écoulée lors d'une rencontre justement entre le 10 et le 13 février dernier. Les professionnels et toutes les personnes concernées par les énergies renouvelables s'étaient regroupés autour de cette réflexion commune sur l'impact sur l'économie. Donc vous dites que ça économise énormément, c'est vrai. Il y a un pays, on peut citer un exemple, le pays africain, qui a concrétisé justement l'exploit de généraliser l'exploitation du photovoltaïque pour l'exploitation de l'énergie électrique. Exact. Il y a énormément de pays qui ont eux-mêmes investi, d'autres qui sont aidés. Donc on ne parle pas d'Europe là, on parle vraiment d'Afrique. On peut y arriver. Absolument, c'est les pays africains qui n'ont pas assez d'argent et que soit à travers les aides internationales telles que les subventions à travers l'ONU, à travers la Banque mondiale, etc., etc. Et il y a certains qui ont décidé de se prendre en charge, le Sénégal et d'autres, qui ont essayé justement d'intervenir dans ce sens. Ça ne nous a pas été très facile de convaincre les gens de passer à ce stade. Et encore maintenant, on est en train de leur dire qu'il faut démocratiser les énergies parce que le macro, c'est aussi de l'argent. Mais permettre aux citoyens de disposer de sa propre énergie, c'est permettre aux banques de financer, c'est permettre au marché de se créer, c'est permettre aux usines de se multiplier. Donc vous avez toute une économie qui va s'accompagner derrière cette Absolument, des postes d'emploi, si vraiment les investisseurs sont nombreux, les jeunes vont pouvoir travailler dans ce domaine en nombre important et développer, parce que quand même dans chaque wilaya, il y a nécessité. À l'ouest, ça s'est un petit peu répandu, un peu plus qu'à l'est du pays. Il y a énormément d'investisseurs. C'est à croire que voilà, l'Ouest a atteint ce seuil justement de conscience, de prise de conscience. Il faut dire qu'il y a des associations très actives. Effectivement, nous avons constaté qu'il suffit qu'un wali prenne conscience de la nécessité de la chose et puis il permet à sa wilaya, à sa région d'aller vers ce sens. Moi, en tant que bureau d'études, toutes mes études sur des investissements industriels, agricoles, économiques, j'essaye d'intégrer cette autonomie énergétique, ne serait-ce que partielle, pour qu'elle puisse justement, qu'ils puissent bénéficier de cet avantage qui, au préalable, ça n'a pas été facile aussi de les convaincre. Souvenez-vous, un certain temps, si on repart 5 ans, 10 ans en arrière, on disait impossible, c'était cher, etc. Oui. Il a fallu beaucoup d'efforts pour démontrer, bien au contraire, que c'est moins cher et que c'est moins coûteux et que c'est rentable. Et la technologie évolue parce que même le dispositif d'il y a 10 ans n'est plus le même. Là, ça a été allégé, ça a été travaillé de manière à ce que ce soit maniable et aussi à ce que ce soit accessible à toutes les bourses ou aussi à tout type, justement, d'architecture ou de situation, je dirais. Vous êtes expert en solutions énergétiques, vous parliez à l'instant de l'agronomie. C'est vrai que vous avez eu à proposer ou à faire des études dans ce domaine en particulier. Essayez de nous donner des exemples concrets, de nous donner des images, s'il vous plaît. Ce matin, nous sommes dans une matinale où tout le monde nous regarde. On va essayer de donner des images. Que peut apporter justement ce type d'énergie renouvelable à notre agriculture ? Mes démarches personnelles, par exemple, que j'ai effectuées au niveau du Sud, ça fait quelques années, c'est d'aller vers les walis et certains directeurs de banque pour pouvoir justement subventionner
des investisseurs de terres agricoles qui sont en attente. Ça fait des années, faute d'énergie. Donc l'unique société nationale que nous avons qui est chargée de cette énergie et trouve des difficultés d'alimenter des dizaines de kilomètres pour ne pas parler de centaines de kilomètres, donc en ligne électrique, en réseau, etc. C'est des chiffres faramineux mais là, on a proposé des solutions où il y a eu justement des investisseurs qui se sont directement lancés en faisant des pompages solaires, en créant des zones où l'électricité, même des collectifs, donc entre 2, 3, 4 investisseurs, on installe une petite centrale et puis ils commencent à travailler. Et ça aussi, c'est une véritable relance économique pour le pays. Si on arrive à produire et à avoir des produits agricoles au bon moment et à temps, et le plus vite sera le mieux, parce que si on perd encore du temps, c'est de la perte de l'argent, donc automatiquement... Très bien. Mais si vous deviez, sur ce plateau, lancer un message, parce que j'imagine que, voilà, nombreux sont les adhérents de l'association des professionnels d'énergie renouvelable, mais si on devait aussi drainer plus, fédérer plus, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce plateau ? Eh ben, d'abord, c'est de favoriser cette idée de démocratisation énergétique qui va permettre la création de dizaines, pour ne pas dire des milliers, de PME, PMI. Tous les pays du monde qui se sont développés, qui ont évolué, c'est grâce aux PME, PMI, c'est grâce à la petite entreprise, c'est grâce à la moyenne entreprise. Donc si on permet de décentraliser, on va permettre à ces entreprises de se créer et de se développer et aller dans ce sens. Et bien sûr, autour d'une association qui, pour justement voir échange d'idées et se constituer en force de proposition et aider le pays à aller dans le sens de la transition énergétique et de diversification énergétique. Très bien. Vous prendrez part au salon ERA, très attendu du côté d'Oran. Oui, le salon ERA, nous l'avons encouragé, nous l'avons initié. Et donc, je pense que 2018, c'était son 7e ou 8e salon. Et il revient chaque année. C'est grâce à ce salon où il y a eu des rencontres, il y a eu des B2B, il y a eu des grandes conférences, des grands débats autour des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique notamment. Très bien. En tout cas, merci de rappeler la nécessité justement de passer, de vraiment franchir le pas du choix énergétique propre. Donc, merci infiniment à vous, Monsieur Mehdi Kholfi. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste en solutions énergétiques, que vous avez un bureau d'études international que vous mettez au service des entrepreneurs, et puis que vous avez réussi aussi l'exploit de fédérer les professionnels en énergie renouvelable. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir permis de parler de l'importance de la chose ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Également à ceux qui continuent de nous regarder ce matin et qui nous suivent de très près. On va tout de suite les balader avec... auprès de petits enfants. Les enfants, c'est toujours attendrissant, c'est toujours beau et c'est toujours intéressant de les voir en pleine activité. Ils se dépensent tellement par rapport à une activité qui est assez rare, un sport qui n'est pas très connu, disons, en Algérie. Et certains maîtres, justement, en arts martiaux, ont décidé d'en faire profiter les jeunes de la région de Bab el-Oued, entre autres. Et c'est Lilia Ben Nasser qui a pu nous faire découvrir cette petite salle très animée avec ses passionnés en arts martiaux. Les arts martiaux sont à l'honneur et séduisent de plus en plus les enfants du côté de la salle Tahoussine, située sur les hauteurs de la capitale. Réaliser des figures de l'art du combat, ici, le maître est le pilier de la pratique martiale et de sa transmission. Le sport, c'est un fun قتالي art martial traditionnel vietnamien اسمه Thionam Phachila. L'origine تاعو من الفيتنام, fondé par le grand maître international Truong Van Bao, où le
الفونداتور تاعها هنا في الجزائر سي بالعيدي رؤوف المتحدث. 2016 كي دخلتو لهنايا كي عطاني لاغريمون جي في درت ستاج تاعو تماك. ابري 2017 عاود طلعت لفيتنام، زدت درت اون فورماسيون تماك على هذا السبور هذا. انا لي زونترينور لهنايا اللي ديجا بارتيسيباو معنا في شامبيونات دو موند 2012 2014 2016 الى يومنا هذا عم يخدموا معنا، و سي دي مفورمين تسمى مع لو كرون ماتر ومعايا انايا. J'ai eu l'occasion de me déplacer au Vietnam à Dalat avec le maître Beledi Raouf. J'ai pu participer à 20 jours d'entraînement là-bas. C'est vraiment un gars, waouh. Il y a un point qui m'a vraiment marqué, c'est sa bibliothèque. Non seulement c'est un grand maître d'arts martiaux, en même temps, il bouscule, genre, il est ouvert vraiment à tout. Les enfants apprennent des notions fondamentales de la discipline tout en se distrayant. Chaque geste peut être expliqué par une histoire, un moyen ludique pour découvrir cet art martial et le pratiquer. J'aime beaucoup. Malgré qu'on est on est difficile, on est très sérieux, on leur apprend des choses. La chose la plus importante, c'est bien qu'on apprend la discipline. Comment se comporter, comment il faut être avec, même avec leurs parents. Alors on a un double rôle, on peut dire qu'on a un double rôle. كنت athlète ومن بعد مع الاكسبيريونس وليت انترينور. مع جاب بالعيدي الماتخ بالعيدي رؤوف جاب الديسيبلين دخلنا معاه، رحنا بارتيسيبينا جبناها من فيتنام، رحنا بارتيسيبينا اوطون شامبيون دو موند، جبنا لا ديسيبلين هذه تيولان فاجيه جبناها اونطرينينا تماك تعلمنا بها وجبناها هنايا فتحنا لي صال. ونحبو بزاف باسكو فيه شيوخ يعلمو مليح ونحبهم. ونجو الاثنين والاربعاء والجمعة والسبت فيه ضربة، درنا كومبا سبور وسمو تيولون فجية. وحنا نخدمو مليح ونروحو. واش يعلموكم في هذا السبور؟ يعلمونا لي تكنيك لي طاو، ونروحو الرحلات نديرو مسابقات ونربحو. فيه فنون قتاليه باش ندافعوا على روحتنا برا، والشيوخ الله يبارك يعلمونا ويديروا لنا كلش، وخصنا والو ان شاء الله يتوسع السبور هذا في الجزائر. Les arts martiaux font partie des disciplines sportives qui, à travers le corps, sont également bénéfiques pour l'esprit. Une école de vie qui enseigne la discipline, l'écoute et le respect des règles et d'autrui. Je vous l'avais dit qu'ils allaient être beaux, tous ces petits bambins habillés de noir et justement qui bougent en harmonie avec leur maître. Dans cette discipline, le Tiolam Fatiha, j'essaye de le prononcer tout à l'heure, je ne m'étais pas jetée à l'eau, mesdames, messieurs. Merci à Lilia Ben Nassar de nous avoir fait découvrir cette discipline. Et puis, sans plus tarder, nous allons passer vers d'autres passions avec notre invité suivant, qui est Jalal Ayresh. Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Bienvenue. Merci. Je le disais tout à l'heure que vous aviez plusieurs cordes à votre arc, dans la mesure où vous avez vraiment, comment dire, vous avez été vers les arts de manière complètement diverse et différente à chaque fois. Ben oui, effectivement. Donc, Réflexion d'un menteur sur l'amour traite de plusieurs thématiques. Donc, c'est très éclectique. Ça, c'est un ouvrage. Mais moi, avant de citer l'ouvrage, je voulais dire que vous étiez poète, photographe, metteur en scène, comédien. C'est surtout cela. Oui, c'est vrai. Je parlais de toutes ces cordes-là, donc qui font de vous un homme passionné, un homme curieux, qui a été vers l'écriture aussi, vers la littérature, à sa façon, par ce recueil de nouvelles. C'est bien ça. Alors, parlez-nous maintenant de Réflexion d'un menteur sur l'amour. Alors donc, comme vous l'avez dit précédemment, c'est vrai que je bataille sur plusieurs fronts. Oui. Et donc, on retrouve un petit peu de tout cela à l'intérieur de Réflexion d'un menteur sur l'amour. Oui. Donc, c'est très éclectique. Il y a 4 nouvelles en tout. Donc, ça va de l'enquête policière à l'histoire romancée, donc au récit fantastique. Donc, c'est tout ce mélange-là qu'on retrouve à l'intérieur du recueil.
ok. Très bien. Et l'une des nouvelles porte justement le même titre que l'ouvrage, Réflexion d'un menteur sur l'amour. Et le troisième, donc, et la troisième nouvelle que vous proposez au lecteur, ainsi que Et Dieu se révéla dans l'homme, ça c'est la toute première, ça c'est une intrigue policière essentiellement. Et puis après vous avez Albus Draco. Oui. Oui. Donc, donc pour Et Dieu se révéla dans l'homme, donc on suit un petit peu donc, les pérégrinations de l'inspecteur Aziz. Oui. Donc c'est un peu une enquête policière où il cherche un petit peu à résoudre donc, une série de crimes. Oui. Albus Draco, effectivement, est la deuxième nouvelle. Donc là, on est plus dans le récit fantastique. Donc on suit un petit peu l'histoire d'un homme qui est à la recherche d'une dame en rouge qui lui échappe. Donc, sans vouloir spoiler. Mais il y a toujours les mystères. Le mystère est toujours le point commun entre les deux histoires. Et puis vous allez vers la réflexion d'un menteur sur l'amour. Et là, on va s'arrêter un petit moment, s'il vous plaît, parce que réflexion d'un menteur sur l'amour. Alors, le menteur, qu'est-ce qu'il nous raconte sur l'amour? Alors justement, donc c'est tout un programme. Donc, en général, le menteur, il baratine. Ben oui. Lorsqu'on parle de relations, voilà, homme-femme, on ment beaucoup justement l'amour. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours évident d'être sincère et franc envers l'autre. C'est vrai que l'amour s'accompagne un petit peu d'artifice et de mensonges. C'est pour ça que j'ai fait de mon personnage principal, Mathieu, donc un comédien. Donc c'est ce qui est intéressant parce que c'est à travers le mensonge qu'on recherche cette vérité cachée. Oui. Et donc voilà. On va pas raconter bien sûr la nouvelle, hein. Et puis à la dernière, Reflet dans un miroir. C'est la dernière nouvelle, on peut peut-être aussi la résumer si vous le permettez. Oui, donc là, c'est un récit un petit peu intimiste, c'est un conte philosophique, on va dire, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à voir son reflet dans un miroir. Et donc, il est à la recherche de sa propre identité, et donc il essaie... Du reflet de son âme, en fait. Voilà. Donc, qu'il essaie de chercher à travers la femme, qui est aussi le deuxième personnage de cette nouvelle. Et justement, vos personnages sont attendrissants, dites-moi, Djellel. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce machisme qui est très répandu quand même chez nous, hein. L'homme révèle très peu ses sentiments. Vos personnages s'expriment et disent les choses simplement et librement. C'est un choix que vous pouvez peut-être nous expliquer ce matin. Ben, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on vit un petit peu dans une société patriarcale, qu'il y a tout ce carcan familial et tout qui nous en sert parfois. Mais étrangement, je pense que l'Algérien est quelqu'un de très romantique. Très sensible. Très sensible aussi, mais cette sensibilité n'est pas toujours mise en avant. Oui. Et donc, je voulais aller plutôt vers cette voie-là. Vous l'avez mise à nu. Voilà, c'est un peu Vous avez enlevé tous les masques, vous avez fait tomber tous les masques dans vos histoires et c'est intéressant. Mais en tout cas, vous restez très algérien. Vous restez très algérien parce que déjà le choix des noms. Les noms de vos personnages sont souvent des noms très très algériens. Aguelid, Jugurtha, Sherazade, donc ça c'est un petit peu... C'est un petit peu votre côté, je dirais, rêveur qui se révèle à travers certains ou métaphysiques parfois, parce que Houri, par exemple, Houri, vous l'avez introduite dans une intrigue policière. Des noms, autant de noms comme ça qui font partie un petit peu de notre vie au quotidien quand même. Ben, c'est ça, j'ai voulu à travers ce recueil de nouvelles donc jouer entre la fiction et la réalité, mais je voulais aussi que nos compatriotes se sentent proches des personnages. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des noms exclusivement algériens. Oui. Donc je voulais que les gens puissent s'imprégner de l'histoire et s'identifier aussi avec les personnages. Moi j'ai envie de vous poser une question, Djellel. Est-ce que à quel âge vous vous êtes intéressé à la mythologie? Parce que je sens que vous connaissez sur le bout des doigts les histoires mythologiques du monde et de l'univers. Alors très jeune, donc c'est une passion qui remonte à mon enfance, je vais dire. Donc il y a tous ces mythes-là, donc les contes du terroir, donc qui ont bercé mon enfance. Non mais vous allez au-delà du terroir, vous êtes dans un registre universel carrément.
Oui, c'est ça. Et donc, pendant la période de mon adolescence, je me suis intéressé donc à divers mythes et contes. Et donc, j'ai essayé d'approfondir justement tout cet aspect-là. Et vous dévorez combien de livres par jour? Parce que vous êtes un passionné de littérature, ça se ressent. Lorsqu'on parcourt vos textes, on retrouve des références quand même littéraires assez marquées. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, par jour, je C'est-à-dire, il n'y a pas que la référence, il y a la référence, le contenu, donc vous nous ramenez comme ça, vous ouvrez des petits guillemets comme ça, et vous nous replongez dans différentes situations avec des personnages littéraires très connus d'ailleurs, des références. Oui, c'est ça. Il y a toujours ce jeu-là entre donc, la réalité et la fiction. Donc, il y a des choses très concrètes auxquelles les lecteurs peuvent se rattacher, mais il y a aussi tout cet aspect fantasmagorique, donc mythique, donc qui laisse un petit peu rêveur. Donc et le mythe justement est cette porte entre le rêve et la réalité. C'est un petit peu la voie vers la religion, on va dire. Donc vous lisez beaucoup, vous confirmez? Oui. Vous confirmez. Vous lisez beaucoup de polars également, je le sens. Parce que vous êtes dans la construction de votre intrigue policière, la première en l'occurrence, celle de l'homme, Dieu se révéla dans l'homme, on sent vraiment le travail, la construction, la trame justement d'une intrigue policière bien amenée, avec justement tout ce qu'il y a comme ingrédient de suspense, de mystère. Et puis vous avez introduit un peu de métaphysique dans cette intrigue. C'est ce qui la caractérise un petit peu. Vous êtes dans le mythe, dans le métaphysique, vous êtes au-delà du physique. Ben, c'est ça, je pense que c'est des questionnements auxquels tout le monde pourrait se rattacher et se retrouver. C'est justement cette recherche d'un au-delà, la recherche de Dieu. Et justement, cette quête, j'en ai voulu en faire une enquête aussi, donc à travers laquelle justement le lecteur peut se plonger et essayer de trouver des réponses que l'on cherche tous. C'est des questionnements, voilà. C'est des questionnements en tout cas qui vous habitent apparemment, puisque vous avez choisi de les partager dans des histoires romancées, des fictions que vous avez donc introduites dans ce recueil de nouvelles. Et puis, bon, cet intérêt pour la métaphysique est très, très, très puissant quand même dans le récit. Dans le premier ouvrage, où vous parlez par exemple de Dajjal. Oui. Dajjal comme étant une explication à une intrigue policière. C'est carrément un serial killer que vous décrivez, que vous dépeignez, que vous suivez de très près, un peu à la manière de Da Vinci Code. D'ailleurs, vous citez l'ouvrage dans l'histoire. C'est vrai. C'est des codes, c'est des chiffres, et ça nous amène à découvrir quand même des réalités métaphysiques. C'est beau tout ça. Oui, ben c'est ça. Ouais. En fait, le rapport entre tueur en série est donc complexe divin. Donc il y a ce rapport-là et nous justement dans notre culture arabo-musulmane, on a justement ce mythe du Dajjal. Donc c'est un homme qui se fait Dieu après et c'est un peu ce que cherche à faire donc on va dire l'antagoniste du livre. Donc il essaye de se faire Dieu mais à travers tout un rituel, toute une symbolique. Et justement tout le but de l'enquête consiste à essayer de démêler un peu tous ces symboles et voilà. De démêler, donc il y a des chiffres, vraiment il y a tellement un foisonnement d'informations tel qu'on se demande quel âge vous avez. Et quand on vous découvre, on se dit quand est-ce qu'il a eu le temps de découvrir tout ça? En fait, voilà, je voulais aussi parler un petit peu de vos autres passions, un petit peu, entre autres le théâtre. Le théâtre, vous aimez beaucoup. Vous avez des mentors dans le théâtre qui vous ont accompagné en tant que comédien, en tant que metteur en scène. Oui, c'est vrai que le théâtre fut une étape très importante pendant mon adolescence. Donc j'ai eu la chance d'être accompagné donc, par de grands maîtres dans le domaine et justement ça m'a ouvert l'appétit, on va dire, pour tout ce qui touche au domaine de l'art. Oui, et vous racontez par la suite vos propres histoires, c'est-à-dire vous interprétez en tant que comédien ou vous mettez en scène des comédiens. Mais là, vous mettez le lecteur en scène quelque part à travers vos petits récits. On va aussi parler d'un autre volet. Donc, on va parler peut-être aussi de votre intérêt pour le cinéma. Le court-métrage aussi, c'est un dada, quelque part, chez vous, c'est une passion. Donc, vous avez à votre actif 4 courts-métrages déjà réalisés, présentés au public. On peut peut-être les survoler. Et là aussi, il y a l'empreinte algérienne. Dans le code, entre autres,
Il m'a interpellé celui-là. Ah oui, c'est vrai. Donc, le code, c'était un petit peu, comme je vous l'ai dit en aparté, donc c'est le code des relations hommes-femmes en Algérie. C'est vrai que c'est un terme qui est très usité entre jeunes. On dit le code, mais le code. Ouais. Donc, c'est tout ce code comportemental, justement. Ouais, le entre code, hommes et c'est femmes. quoi exactement? Dans le jargon des jeunes, c'est quoi? Je ne sais pas ce que ça a changé Pour depuis chacun, le temps, mais, oui, mais voilà. À l'époque où vous l'utilisiez, c'était quoi? Ben, je pense que c'est surtout de garder son flegme. Ah Enfin, ouais, d'accord. Pour ce qui me caractérise en tout cas. Après, chacun a sa petite recette, on va dire. Tout à fait. Il y a eu la voix aussi. Et là, c'est toujours dans l'esprit de l'enquête, mais c'est une enquête qui nous emmène au cœur de l'histoire de notre pays. Voilà, donc la voix, c'est un petit peu particulier parce qu'on est entre justement des images d'archives et en même temps entre quelque chose de plus contemporain. Et donc j'ai utilisé les personnages de Frantz Fanon et de Jim Morrison pour essayer de représenter un petit peu toute cette quête de liberté, justement ce désir d'aller vers quelque chose de plus qui a caractérisé notre nation, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on est Oui, une et nation jeune. vous l'avez présenté au 50e anniversaire de la création de la radio algérienne, et ça a reçu vraiment une critique très favorable, autant que vos autres courts-métrages, dont l'un, Symphonie de l'amour d'ailleurs, qui un petit peu raconte aussi une exposition ou une installation photographique que vous avez initiée, qui vous a un petit peu fait connaître au public. Voilà, donc ça c'était ma première installation photographique effectivement, qui était accompagnée d'un court-métrage, La Symphonie de l'amour, donc qui a été tourné dans les ruines de Tipaza. Et donc c'était en fait un endroit idyllique pour commencer un petit peu donc ma carrière dans le domaine cinématographique, parce que justement j'ai essayé de représenter les relations hommes-femmes d'une manière un peu romancée et voilà. Oui. En tout cas, vous explorez différents domaines. J'avais envie quand même de parler de vos courts-métrages. Je n'ai pas encore cité la poésie parce que vous reviendrez pour cela, j'espère. Et non seulement la poésie, mais j'ai pas parlé aussi de l'expression corporelle que vous avez eu à pratiquer avec Yassine Mohamed Bedjaoui qui vous a initié donc dans le théâtre à tout ça. C'est dire un petit peu l'étendue de votre curiosité artistique. Donc on espère vous retrouver très bientôt, Djelal Ayresh. On rappelle quand même que vous étiez parmi nous pour la présentation de Réflexions d'un menteur sur l'amour, votre ouvrage paru aux éditions d'Aliman, c'est bien cela? Effectivement. Voilà, et si vous deviez choisir entre tous ces arts, est-ce que vous en avez encore d'autres à explorer ou est-ce que vous aimeriez vous arrêter quelque part? Ben, pour l'instant, mon dada, comme vous l'avez dit, se situe entre donc l'écriture et la mise en scène. Donc, le théâtre, donc, est votre voilà. passion. Donc, le cinéma ne vous tente pas? Ben si, C'est justement. une bonne continuité, je pense. Oui, j'ai bon espoir justement de réaliser mon premier long métrage d'ici peu. Voilà. Ah ben ça va, j'espère qu'on aura la primeur d'ici là. Avec grand plaisir. Bon, de toute façon, ça demande énormément d'efforts et de concentration. Bonne chance pour l'écriture. Merci beaucoup. Et puis par la suite, on verra si vous aboutissez à la réalisation. On vous recevra avec grand plaisir, Djelal. Merci donc, beaucoup. Donc c'était là Djelal Ayresh, mesdames, messieurs. Donc un auteur à découvrir, un auteur à l'imaginaire foisonnant. Vous allez être étonné par voilà, le degré justement d'imagination qui existe et c'est un concentré justement dans cet ouvrage, Réflexions d'un menteur sur l'amour aux éditions d'Aliman. Merci infiniment et j'espère vous revoir très bientôt. Bon vent pour la suite. Avec grand plaisir. Et puis, bon vent pour nous aussi, pour la suite. Tout de suite, Fariel Hamdi nous emmène vers la ville des roses, Blida, mais surtout en montagne, à Sharia, puisque nous allons parler dans un tout petit moment de sport de montagne avec notre invité suivant. Restez avec nous. Les flocons de neige tant attendus par les Blidéens ont enfin apparu sur les hauteurs de Sharia. De nombreux citoyens de la ville des Roses n'ont pas perdu de temps pour se déplacer jusqu'aux hauteurs de Sharia, en grimpant les 18 km qui séparent la ville de la station climatique, à travers un panorama aussi beau avec ses cèdres centenaires, ses chênes et ses châtaignes. Le parc national de Sharia,
L'un des plus beaux occupe une superficie de 26 587 hectares sur les hauteurs de Blida, le long des parties centrales de l'Atlas télien. Ce lieu touristique par excellence attire chaque année autant de monde en hiver qu'en été. On est venu en groupe. C'est un groupe de jeunes venus de Blida. Nous sommes des amateurs du vélo. On se rencontre chaque vendredi pour passer des moments agréables. بعدها مور الجمعة نعاودو نهبطو باش نقيو شوية السيركوي اللي روشي باش نبعدو شوية الضونجي. عجبني الثلج كي كنت لعبت نحطو راني نشوف فيك داير ساكود واش جبت فيه ماكلة ولا واش جبت فيه؟ لي غاتو شاك ويكاند نجي لهنايا باش نبروفيتي د لا نيج دونك جات طاح الثلج راني جيت نبروفيتي شويه راني بيان ايكيبي عندي ان كاسك لي بروتيكسيون كلش لازم بروتيجي فو كاين ان بوطون اليوم كاين شويه غاشي بصح لاباس. Shri'a est toujours magnifique et a de quoi surprendre et émerveiller ses adeptes. صرالك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقعد حدايا واحكيهم لي بيتابت علاش هكذا حقدا والسمية ظليت بدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية يتمع ذهبك بركات. منورا. Je suis venue d'Oran. C'est ma première visite à Shri'a. Sincèrement, c'est un très beau site qui attire par ses beaux paysages. J'ai beaucoup aimé Shri'a et je compte revenir le week-end prochain. لي فامي ونصحوا شغل كاع الناس اللي جامي جات هنايا مرحبا بهم هنايا ان شاء الله. فهمنا مع البنات نديروا ان بيكنيك يا با ميو لا ناتور. Chacun veut profiter au maximum de ces bons moments au sommet des montagnes enneigées. Mais se laisser griser peut coûter cher. Chute, collision, aucun de ces randonneurs n'est à l'abri de l'accident. Les éléments de la protection civile sont là et veillent sur le moindre accident. Ces hommes sont en alerte. Ils sont prêts à venir en aide aux accidentés en quelques minutes. Comme vous venez de le constater, notre équipe est présente ici sur les hauteurs de Shri'a tous les jours pour évacuer les blessés et leur porter les premiers secours. Nous avons eu beaucoup de cas cette semaine, surtout avec ces dernières chutes de neige. يصيبوا صعوبات خاصة في التنفس. الحاجة الأولى سكو جي روماركي سي لا بروتيكسيون سيفيل. اي اون ايمي باسكو راهم تما ايتو. الحمد لله. Attention, l'hiver a ses lois. Il faudra avec méthode et esprit critique en déjouer les pièges souvent perfides. Celle qui est proche de la nature est parmi nous, Mariam Moussaïd, bonjour. Bonjour. Et puis celle qui nous fait voyager tout le temps, c'est Siam Kenouch, bienvenue Siam. Bonjour, bonjour. Cette fois, c'est moi qui. Cette fois-ci, on va faire un récit de voyage avec vous, mais dans un tout petit moment, le temps d'écouter ce qu'a à nous dire Mariam Moussaïd autour de l'aloe vera. Eh oui, donc l'aloe vera, donc le secret de beauté que beaucoup de femmes passent à côté. C'est dommage parce que c'est pas qu'on connaît pas, on a toujours tendance à l'acheter comme ça dans déjà préparé en pharmacie ou en parapharmacie, alors qu'on peut tout simplement l'avoir à la maison et l'utiliser directement. Il y a généralement, on va dire, aucun danger, à condition de bien trouver la bonne aloe vera. Ah, oui, très bien. Il y a un piège parce qu'en fait, il y a énormément de variétés. Comme aujourd'hui, je vous ai ramené une petite sélection juste de 3 spécimens, alors qu'il y en a beaucoup plus que ça. On va presque dire des centaines, on peut le dire sans avoir peur, mais on peut se tromper facilement parce que c'est vrai que ça se ressemble. Elles ont la même forme, la même couleur. C'est toujours de la même famille, c'est de la famille des succulentes. Et voilà. Donc, quand vous allez chez votre pépiniériste, il faut être sûr qu'il vous donne la bonne
La bonne plante. Voilà, la bonne plante. Parce que, je vais vous dire, j'ai fait quelques essais. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ce qu'il faut faire, c'est essayer toujours sur la main, ne jamais se mettre directement sur le visage parce que là, ça risque d'être catastrophique. Donc, on essaye un petit peu. Test quand même. Voilà, oui. un petit test sur la main et vous voyez comment votre peau réagit. Mais bon, généralement, les pépiniéristes s'y connaissent. Donc, s'ils vous disent que c'est la bonne aloe vera, alors celle-ci n'en est pas une, mais on peut l'utiliser. On peut l'utiliser, bien entendu, utiliser uniquement le gel qu'il y a à l'intérieur, c'est excellent. Alors l'aloe vera est excellent pour les brûlures, est excellent pour nourrir la peau, pour les cheveux. Franchement, on l'utilise pour beaucoup de choses. Il y a même certaines personnes aussi qui disent qu'on la mange, on peut la manger. C'est riche en oligo-éléments, en vitamine C. Mais bon, généralement, de préférence, l'avoir dans son balcon. C'est très facile. C'est vraiment c'est la plante. Facile à planter? Très facile à planter. Alors même si vous l'avez comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de racines, vous enlevez juste un peu, vous mettez dans juste une bouture. Hein. Voilà, juste une petite bouture. Par contre, l'aloe vera n'aime pas trop d'eau. Donc la laisser sécher pendant 2-3 jours, laisser la terre se refermer un petit peu sur elle, ensuite arroser. Ne surtout pas arroser généralement parce que c'est quand même de la famille des plantes qui nous viennent du sud, donc très peu d'eau. Vous la mettez dans votre balcon, au bout de quelques temps, vous allez avoir plein de petits rejets. Et là, vous pouvez l'utiliser vous-même. Même aussi, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la mettre dans des petites boîtes, rapidement, ne pas à chaque fois sortir, couper, parce que c'est quand même assez fastidieux. Donc, les mettre carrément dans un petit flacon, 1 semaine, 10 jours au réfrigérateur, donc mettre sur le visage, faire un petit masque, tranquillement, dans les cheveux ou sur le visage. Et voilà. Et le tour est joué pour les aloe vera. Oui. Mais surtout, le secret, ne pas vous tromper, ne pas acheter la mauvaise et la mettre sur le visage. Là, vous risquez d'avoir beaucoup de mauvaises surprises. Je ne sais pas si Hem Kenouch a eu l'occasion de tester ce produit. Non, franchement. Non, du tout. C'est rafraîchissant après un long voyage. Vous avez fait un long courrier, Hem. Vous auriez dû rencontrer au pays d'origine. Vous auriez dû rencontrer Mariam, mais dans un pays où vraiment l'aloe vera est très présent. J'aurais franchement voulu que Mariam soit là parce que les plantes, il y en avait. Mais je pouvais en distinguer aucune. Ce sont véritablement des plantes tropicales et franchement c'est très dense et très humide aussi. Vous étiez au pays de Che Guevara, vous étiez à La Havane, Cuba. Oui, au pays des poètes et des couleurs et des peintres, au pays des merveilles tout simplement. J'étais à Cuba, donc c'était le salon du livre ou la foire du livre de La Havane. La foire internationale de La Havane, oui. Exactement, et puis l'Algérie était pays d'honneur. Donc nous avons participé dans une délégation officielle dans cet événement international et voilà que le conte était présent, voilà que la conteuse était là. C'est une première. C'est une première, c'est une première, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle approche, un nouveau travail avec les enfants, des enfants qui vivent ailleurs, sur une autre île, il faut mettre 10 heures pour y arriver, ça c'est 10 heures par avion pour y arriver. on arrive les 10 heures d'avion. Raconter, passer du cocotier au palmier, voir les enfants cubains déguster les dattes pour la première fois de leur vie, c'est immense et c'est extraordinaire. C'est une expérience à part entière. Une expérience qui vous a valu une gratification, parce que vous avez eu quand même un prix lors de cette manifestation. Alors, oui, d'ailleurs, vous avez séduit donc également un jury. C'était une grande surprise, il n'y avait pas de jury. C'était juste une distinction. Une distinction. C'est une distinction, voilà. Donc c'est le prix, bon, on peut appeler ça le prix, c'est la distinction de l'humilité Dora Alonso. Donc c'est un prix cubain. Et franchement, ça m'a honoré, ça m'a énormément fait plaisir. Dora Alonso, qui est à l'origine une conteuse, une journaliste, une animatrice radio, qui a beaucoup travaillé avec les enfants. Donc avoir quand même un parcours similaire au vôtre. Exactement. Vous avez fait tout cela, la radio, les enfants, le conte. C'est ça. En fait, les Cubains, avant que j'y arrive, quand nous avons envoyé notre dossier et tout, ils ont vu ma biographie, ils ont dit tiens, c'est la Dora Alonso algérienne. Et du coup, ils ont fait le parallèle. Et c'était franchement un honneur pour nous, pour l'Algérie, pour le conte surtout. Voilà, donc je pense que oui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui ont fait confiance pour la première fois, le ministre de la Culture, l'ambassade d'Algérie à La Havane, tous ces gens-là ont donné et ont fait que le conte arrive jusqu'à La Havane et c'est extraordinaire. Racontez-moi, Sihem, donc est-ce que vous avez eu l'occasion justement de raconter
raconté cela. Dans quelle langue? Moi, je suis curieuse de savoir. J'ai comment vous avez raconté fait. en algérien. En algérien. J'ai raconté en algérien et j'étais suivie par une Algérienne, Isma, que je salue, je ne sais pas si elle me voit ou pas. Isma Betchamanef, voilà, elle habite. Coucou, c'est une fille Isma. d'Alger. C'est une fille d'Alger qui travaille donc comme interprète à l'ambassade de l'Algérie à La Havane. Et elle était toujours à mes côtés pour traduire le conte. Donc, comme elle est algérienne, elle comprend très bien le dialecte algérois. Elle essayait d'aller vers l'âme que vous. Elle essayez, avait l'âme déjà. Ah. Elle l'avait et elle transmettait très très bien. Donc le message était trop fort. C'était super bien, le message est passé. Donc raconter les histoires du désert, parler de nos dromadaires, faire le henna d'ailleurs, même placer le henna à des enfants qui n'ont jamais fait le henna. Donc pour nous c'est bof. Oui, d'accord, ok, c'est banal. Mais un Cubain de 5 ans, il ne sait pas ce que c'est le henna. Il n'en a jamais vu de sa vie. Oui, et puis voilà, ça laisse des traces sur la main. Exactement. Des dessins. Ça sent bon. Bon, voilà. Donc pour un enfant, c'est quand même magique. Oui. Et voilà, nous avons emmené avec nous donc le conte algérien d'ailleurs il y avait une belle ambiance et c'était en symbiose. Donc il y avait les costumes algériens, parce que moi quand je compte je suis toujours en costume. Oui. Il y avait le costume Naili, le costume Chaoui, le costume Sahraoui, le costume algérois et tout. Il y avait les bijoux, les accessoires, et les enfants étaient aux anges. Ils n'arrêtaient pas de poser la question, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai essayé d'expliquer que les dates ça pose sur un palmier. Alors, j'ai dessiné un palmier, on m'a dit que c'était un cocotier. Ouais, il fallait emmener quand même la spécialiste, il fallait emmener Mariam. En fait, j'ai dit que c'était pas un cocotier, c'était un palmier. Et voilà, je crois que c'était un échange merveilleux. Intense, j'imagine. Voilà. On sent un petit peu votre bonheur. Il y a eu énormément d'anecdotes aussi pendant le voyage, j'imagine. Ah bah oui, des anecdotes, oui, parce qu'enfin un jour j'ai eu faim, j'ai un petit pincement comme ça à l'estomac, un creux, et j'allais pour voir quelque chose. Il y avait là où il y a des cornets, ça m'intéresse. Alors je pars pour acheter des chips. Je mange, non, c'est pas des chips, c'est un goût que je connais, mais je sais pas ce que c'est. Je finis donc le cornet et je m'apaperçois qu'en fait c'était de la patate douce en forme de chips carrément. Le lendemain, je découvre que ce n'était même pas de la patate douce, c'était des bananes. Ah oui, de la banane, oui. C'était des bananes et voilà, الثقافة المحلية شغل حبست les chips, c'est bon. Voilà, pour arriver à penser que c'est des bananes. C'est extraordinaire. Donc nous sommes dépaysés à Cuba. Maintenant, pour y arriver, il faut d'abord supporter les 10 heures de vol. C'est-à-dire qu'on est pour eux quand même un pays exotique. Hein. Exactement. Non mais voilà, exactement. Et souvent, c'est-à-dire quand on est dans le continent américain, je ne sais pas si vous avez vécu ça, on vous pose la question, l'Algérie c'est où? Oui. À Cuba, on ne la pose pas parce qu'on connaît très bien. Ils connaissent parce qu'il y a un passé révolutionnaire. Exactement, il y a un échange terrible. On connaît très bien l'Algérie, on aime l'Algérie et pour eux, nous sommes un modèle aussi. Oui. C'est très fort. Il y a des relations, il y a des mots, il n'y a pas de mots pour les expliquer, mais on sent qu'il y a quand même une solidarité entre les deux peuples. On se connaît assez bien. On se connaît parce qu'Alger était une plaque tournante pour les révolutionnaires et ils sont passés par là. Che Guevara a rencontré les Algériens également. Merci, ce fut passionnant. Je vous en prie. C'est aussi beau qu'un conte. Ben oui, c'était un conte. Ah, Mariam, voilà, oui, exactement. C'était un conte contemporain. C'était un conte vraiment cubain, je dirais. Bon, merci beaucoup, Tirène. On vous retrouvera donc je dimanche reviens prochain. quand même avec un. Ah oui, comme nous tous. Voilà, tous. Oui, tous. Merci voilà, mesdames. Merci mesdames et voilà, merci à vous de nous avoir suivis ce matin. On vous retrouvera dès demain matin à partir de 8h, non pas 9h. Hein. Voilà, 8h.